On va faire un schéma des mécanismes de différenciation de la cellule musculaire striée squelettique. Donc ça peut vous servir à illustrer les mécanismes de différenciation en général, mais aussi pour des sujets sur l'expression génétique. Donc le point de départ, ce sont les somites. Et dans les somites, il y a des cellules qui se mettent à exprimer le gène PAX3. Donc ce gène PAX3, c'est ce qu'on appelle un gène d'identité. C'est-à-dire que les cellules qui expriment PAX3 auront toujours une identité de cellules musculaires. Donc même plus particulièrement de cellules musculaires striées squelettiques. Ces somites vont subir des mitoses, elles réalisent des mitoses et elles réalisent aussi des migrations, on l'a vu sous l'effet du FGF, ce qui était la première étape de cette induction. La crête ectodermique apicale, c'est elle qui est à l'origine de cette migration. Donc, si vous n'avez pas fait le schéma précédent d'induction du bourgeon de membre, vous pouvez aller le regarder. Donc, sous l'effet de la crête ectodermique apicale et du FGF, il va y avoir migration de ces cellules qui vont dans le bourgeon de membre. Elles deviennent à ce moment-là des myoblastes. Donc, on appelle myoblastes des cellules qui n'ont pas de forme spéciale et qui font des mitoses, que nous allons représenter de façon simpliste. On va représenter une métaphase là, très grossière, pour dire que ce sont des cellules qui font des mitoses. Alors, pourquoi est-ce qu'elles font des mitoses ? Elles font des mitoses parce que justement, elles reçoivent du FGF. Et tant qu'elles reçoivent du FGF, elles font des mitoses. Donc c'est le FGF qui déclenche la mitose. Par ailleurs, elles expriment les gènes myodés. Il a été appelé comme ça parce que c'était différenciation des cellules musculaires. Et puis l'autre gène qui a à peu près la même fonction, qui est MIF5. Alors pourquoi est-ce qu'elles expriment myodé et MIF5 ? C'est parce qu'en fait, PAX3 est un facteur de transcription qui induit la transcription de myodé et de MIF5. Seulement, à ce stade, elles font des mitoses. Et les protéines qui contrôlent la mitose, les cyclines, vont induire l'activation de kinases qui détruisent myodé et MIF5. Donc ça peut vous servir comme exemple assez atypique de contrôle de l'expression génétique. On a d'habitude le contrôle de l'expression génétique chez les eucaryotes, c'est un contrôle de la transcription, exceptionnellement un contrôle de la traduction, mais un contrôle par destruction des protéines produites, c'est quand même pas si courant. Donc ça peut vous donner un exemple de contrôle post-traductionnel par destruction. Donc tant qu'il y a des mitoses, il ne peut pas y avoir de différenciation. Myodé et MIF5 sont des protéines de différenciation. La mitose bloque la différenciation. Donc là, on retrouve quelque chose qui est assez classique chez les animaux. Soit les cellules se multiplient, soit elles se différencient. Mais chez les animaux, on ne peut pas avoir des cellules différenciées qui se multiplient. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les végétaux, puisque vous savez qu'il y a des possibilités de dédifférenciation, c'est tout à fait différent, mais chez les cellules animales, il y a d'abord arrêt des mitoses, ensuite différenciation, et les cellules souches sont des cellules très peu différenciées chez l'animal. Donc là, vous voyez le mécanisme qui oppose mitose et différenciation. Ces myoblastes donc continuent à se multiplier à l'intérieur du bourgeon de membre qui se développe. Et puis quand le bourgeon de membre commence à avoir sa taille définitive, le FGF cesse d'être produit. Donc la crête ectodermique apicale cesse de fonctionner en tant que centre inducteur. Donc il n'y a plus de FGF qui est produit et donc on a un arrêt des mitoses. Je pense que vous devinez tout de suite la suite. Si on a arrêt des mitoses, par définition, myodé et MIF5 ne sont plus détruits. La cellule change de forme à ce moment-là, donc c'est un myoblaste en fuseau. C'est toujours un myoblaste, mais avec cette forme allongée sur les deux bords. Ils expriment myodé et MIF5 qui sont eux-mêmes des facteurs de transcription.
Donc MyOD a été découvert chez les amphibiens, MIF5 a été découvert chez la souris, et maintenant on sait que les deux existent chez la souris, MyOD aussi. Alors, ils ont ceci d'un peu curieux, c'est que ce sont des facteurs de transcription qui contrôlent leur propre transcription. Donc ça aussi, c'est original. Hein, on a un rétrocontrôle positif sur eux-mêmes. Donc un rétrocontrôle positif direct, c'est pas très courant non plus. Donc ils induisent leur propre transcription. Donc ces gènes, on avait identifié un gène d'identité, PAX3, qui déterminait ce qui est un muscle. MyOD et MIF5 sont ce qu'on appelle des gènes maîtres. Donc ceux qui vont commencer à lancer les cellules dans une voie de différenciation. Maintenant, on est dans une voie irréversible. Et MyOD et MIF5 induisent l'expression de protéines membranaires. Elles vont induire l'expression de cadérine. Donc vous savez que ça fait de l'adhérence entre cellules. Et aussi de protéines intégrines. Et ça, c'est ce qui va permettre aux cellules, aux myoblastes en fuseau, de migrer sur la matrice extracellulaire et de se rapprocher les unes des autres. Du coup, elles pourront adhérer entre elles. Une fois qu'elles se sont rapprochées, qu'elles ont adhéré par des cadérines, vous savez que c'est particulier dans la cellule musculaire squelettique et seulement la squelettique, on a un phénomène de fusion de cellules. C'est pour ça qu'à la fin, on obtient une cellule géante. Donc on va l'allonger, mais alors pour des raisons pratiques, on ne va pas l'allonger assez, parce qu'en fait, c'est généralement 20 à 30 cellules qui fusionnent avec les noyaux associés. Donc c'est pour ça qu'on a à la fin une cellule plurinucléée. Il y a de très nombreux noyaux. À ce moment-là, il y a une série d'autres gènes qui vont s'exprimer, qu'on va appeler des gènes contremaîtres, puisqu'ils sont sous les ordres, si on peut dire, des gènes maîtres. Donc en particulier ce qu'on va appeler la myogénine, qui génère l'apparition des muscles, comme leur nom l'indique. Et cette myogénine est elle aussi un facteur de transcription, et elle vient remplacer les facteurs de transcription classiques, qui sont les TF2D. Elle les remplace complètement, donc elle va contrôler la transcription. Cette structure pluricellulaire est ce qu'on appelle un myotube, parce que sur sa plus grande longueur, il ressemble vraiment à un tube. Et ce myotube, c'est ce qui va donner à la fin la cellule musculaire striée squelettique. Donc j'abrévie, cellule musculaire striée squelettique. Donc mettez bien tous les noyaux au même endroit. Ils sont tous rapprochés et ils se situent tous sous la synapse, dont je ne vais pas dessiner du tout les détails. Donc mettez bien une seule synapse par cellule musculaire striée squelettique, puisque les synapses supplémentaires sont éliminées lors de la différenciation. Cette myogénine est un facteur de transcription qui va permettre l'expression de gènes qu'on appelle gènes ouvriers, c'est-à-dire ceux qui donnent le phénotype. Et donc bien sûr, dans ces gènes ouvriers, eh bien, on va retrouver toutes les protéines du sarcomère, la strizède, l'actine, la myosine, etc. Mais aussi les canaux qui sont présents, donc les canaux récepteurs à l'acétylcholine, les canaux du potentiel d'action, etc. Donc toutes les protéines caractéristiques du phénotype, c'est ce qu'on appelle les gènes ouvriers, et c'est la myogénine qui induit la transcription des gènes ouvriers. Et donc à la fin, ce qui est caractéristique dans une cellule différenciée, c'est que si vous regardez le noyau, il y a des zones très condensées en périphérie, donc qu'on appelle l'hétérochromatine. C'est celle qui est tellement compactée qu'elle n'est pas transcrite. Donc là-dedans, on va retrouver tous les gènes ouvriers des autres types cellulaires. Par exemple, les gènes ouvriers typiques des neurones, qui ne s'expriment pas dans la cellule musculaire striée squelettique, sont compactés, sont dans l'hétérochromatine. Et puis au contraire, dans l'euchromatine, on aura tous les gènes ouvriers caractéristiques de ce type cellulaire, et puis bien sûr ce qu'on appelle les gènes de la machinerie de base, c'est-à-dire tout ce qui est métabolisme de base, etc., qui sont indispensables à la vie de toutes les cellules, seront aussi dans l'euchromatine. Et donc les cellules ont ce phénotype
qui est installée définitivement parce que cette condensation de l'hétérochromatine, normalement, n'est pas réversible, et donc elle va garder toujours ce phénotype parce que les autres gènes ne peuvent pas s'exprimer. Aujourd'hui, on sait redérouler l'hétérochromatine et c'est pour ça que l'on a pu cloner Dolly, par exemple, à partir d'une cellule différenciée de ma mère, parce qu'on a pu décompacter l'hétérochromatine, mais ce sont des traitements chimiques artificiels. Dans les conditions normales, a priori, chez l'animal, c'est définitif. Une fois que l'on a compacté tous les gènes ouvriers des autres types cellulaires dans l'hétérochromatine, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est ce qui n'existe pas chez les végétaux. Chez les végétaux, cette hétérochromatine peut repasser en euchromatine et on peut obtenir une dédifférenciation. Mais a priori, ce n'est pas possible dans les conditions normales chez l'animal. Chez l'animal, la différenciation est définitive. Et donc là, ce qu'on a dessiné, c'est la différenciation en cellules musculaires striées et même squelettique, puisqu'on a dessiné une synapse et une fusion des myoblastes en myotubes. Donc à partir d'ici, c'est vraiment particulier à la cellule musculaire striée squelettique, et les gènes que l'on a cités ne sont valables que pour la cellule musculaire striée squelettique. C'est d'autres gènes pour les cellules cardiaques. Et donc, je vous invite à regarder l'équivalent chez les végétaux, parce que ce sont bien sûr d'autres gènes qui vont contrôler la formation des pièces florales, mais on a la même hiérarchie des gènes d'identité. Donc là, ici, le gène PAX, c'est un gène à homéodomène, un gène de type OX, de la grande famille des gènes OX. C'est pas un gène OX, mais c'est un gène à homéodomène de cette même famille. Et puis ensuite, on a uniquement des facteurs de transcription qui sont tous avec un domaine basique, une hélice basique, un tour et à nouveau une hélice basique, donc on appelle hélice-tour-hélice, et avec des facteurs de transcription qui contrôlent des facteurs de transcription qui contrôlent les gènes du phénotype. Eh bien, on a exactement la même hiérarchie chez les végétaux avec le même système, gènes d'identité, les filles, des gènes maîtres, des gènes contremaîtres et des gènes ouvriers. Donc les gènes ouvriers, c'est ceux qui vont donner par exemple le phénotype du pétale et du sépale. Les gènes contremaîtres vont déterminer que ce sont des pétales ou des sépales. Donc on est avec le système de gènes ABC, et donc on va retrouver le même type de hiérarchie chez l'animal et chez le végétal, mais avec d'autres gènes et avec de toute autre séquence.